Bonjour Jean-Michel. Salut Marc, ravi d'être en ligne avec toi, faute de pouvoir se toucher et se faire la bise. Voilà, je vous présente Jean-Michel Bertrand, qui est un réalisateur de films animaliers, maintenant très connu pour son film La Vallée des loups et le dernier La Marche des loups, mais qui a fait c'est ton quatrième film, si je ne me trompe pas, La Marche des loups. Ben, Marche avec les loups, c'est le troisième en fait de ce type. En fait, j'aurais fait Vertige d'une rencontre au tout début, qui est sorti en 2010 Oui. avec les Aigles Royaux. Sans Et puis film avant. Et avant, j'avais fait plein de films, mais alors c'était des films documentaires pour le coup, qui étaient des films ethnologiques, des films de voyage, on va dire, qui n'avaient finalement rien à voir, qui étaient plutôt destinés à la conférence. Et voilà, du coup, bah, ça m'a fait voyager à travers le monde pendant 25 ans. Mais j'ai eu envie de concrétiser mes rêves, de filmer les animaux dans les montagnes près de chez moi, justement au moment où j'en ai eu un peu marre de voyager. Je me suis dit que le voyage était vraiment un bien de consommation, que j'étais de plus en plus formaté là-dedans. Et donc j'ai eu envie de me tourner vers le cinéma pour raconter un petit peu mon chemin et ses quêtes animalières, comme ça, à ma façon. D'accord. Et donc, tu es en train de travailler sur un autre film sur le loup, un troisième? Ouais, on va boucler la trilogie, c'est-à-dire que le premier film sur le loup, La Vallée des loups, c'était vraiment la découverte de l'animal, une vraie quête pour essayer de le voir, de l'apercevoir, de le comprendre. Le deuxième, Marche avec les loups, qui est sorti cette année, et aller un peu plus loin, c'est-à-dire qu'on allait au-delà justement de la meute pour raconter les systèmes de dispersion, les équilibres biologiques déjà des loups au niveau territorial, et puis aussi notre rapport à nous, à la nature, c'est-à-dire qui empiète sur le territoire de l'autre. On râle beaucoup après les loups. Est-ce que les loups empiètent vraiment sur notre territoire? Est-ce qu'on empiète sur le leur? Est-ce qu'on est capable de cohabiter avec ces animaux-là, et avec la nature plus généralement? Donc c'était vraiment la réflexion, on va dire, de ce deuxième film, et qui m'était venu d'ailleurs avec au gré des rencontres avec le public, quand je présentais le film dans les salles de cinéma et tout ça. Je m'étais dit, mais il faut aller plus loin. Et puis là, j'ai vraiment envie de boucler la trilogie avec un vrai film sur le rapport justement qu'on peut avoir avec les loups et avec la nature. Et alors là, ça va être encore un pas supplémentaire dans cette réflexion. D'accord. Je suis impatient de le voir. Tu sais le titre encore ou quand est-ce qu'il va sortir? Non, pour le moment, je suis en écriture, donc on connaît pas encore le titre, et puis il est quand même pas prêt de sortir, parce que je commence juste, et le type de film que je fais met toujours pas mal de temps. Donc c'est prévu pour au plus tôt 2022, 2023, quoi, dans 2 ans, dans 3 ans. Et donc là, il y a une phase d'écriture, de réflexion sur la façon dont je vais mener ce film. Et puis après, il va y avoir tout le terrain, évidemment, et ça met beaucoup de temps, d'une part pour filmer les loups, et d'autre part pour rencontrer aussi des gens qui ont affaire aux loups un peu partout. Et là, on va bouger, on va aller à travers le monde, on va même aller jusqu'en Mongolie. Je vais retourner en Mongolie et retrouver les nomades qui sont entourés de loups. Il y a des dizaines de milliers de loups, d'ours, il y a des lynx en Mongolie, et les nomades sont des éleveurs qui dépendent totalement de leur cheptel, et qui pourtant cohabitent de façon très apaisée avec ces prédateurs. Donc c'est intéressant d'avoir aussi leur avis et leur regard. Et puis d'autres gens en Europe, en France aussi bien sûr, en France et partout en Europe, qui ont choisi cette cohabitation, parce que de toute façon, il n'y a pas le choix. Les loups sont là, ils sont revenus naturellement depuis pas mal d'années. Alors il y a toujours des crispations, hein, de la part de certains, avec beaucoup d'agressivité, beaucoup de haine, beaucoup de complotisme, beaucoup d'esbrouf, on va dire, beaucoup de vent et de malveillance. Et puis au milieu de tout ça, il y a des gens qui sont dans les mêmes conditions, qui ont affaire aux loups et qui ont des brebis ou qui ont des chèvres, et qui réussissent à vivre avec, à se protéger.
et qui ne prennent pas ça comme le diable, qui prennent ça comme un problème parmi d'autres, parce qu'effectivement, le loup est un problème, évidemment, pour les éleveurs et pour les bergers. Leur vie a complètement changé depuis le retour du prédateur, ça c'est une évidence. Mais voilà, il y a des gens qui acceptent cette cohabitation et d'autres qui veulent toujours avoir cette vision dominatrice, surplombante de l'être humain occidental dominant la nature et voulant la mettre au pas. Et j'ai envie de réfléchir là-dessus. Je pense que c'est essentiel à notre époque. Ouais, c'est sûr, oui. J'ai vu bien sûr le film La Marche avec les loups. Il y a beaucoup plus de séquences filmées de loups sauvages. Dans ce nouveau film, il y a des séquences extraordinaires. Je me souviens d'une séquence qui m'a vraiment marqué, qui doit être très rare. C'est la séquence où il y a un bouquetin, je crois, qui descend dans une vallée et deux loups un loup qui le poursuit et un autre loup qui l'attaque. C'est un C'est chamois, ouais, un chamois, ouais, l'attaque. Et ça, c'est pas moi qui l'ai filmé parce que justement, dans ce deuxième film, alors autant dans La Vallée des Loups, j'étais sur une quête personnelle, solitaire, bien sûr. Je travaille toujours très seul, hein, mais là, d'ailleurs, dans La Vallée des Loups, on voyait assez peu de loups parce que j'avais pas envie que les spectateurs en voient plus que moi. Donc, des fois, les gens étaient frustrés en disant, ben, on voit pas trop de loups. Ben oui, moi, j'en ai pas vu beaucoup non plus, donc je vais pas vous en montrer plus que ce que j'en ai vu. Et dans ce deuxième film, parce qu'il y a toujours un côté fictionné, bien sûr, on est au cinéma, même si c'est des loups sauvages filmés dans leur milieu naturel, là, je me suis vraiment entouré, on était trois, en fait, pour essayer de ramener un maximum d'images de loups, que ce soit des images tournées avec une caméra en direct, de visu, ou des caméras automatiques. Et donc, il y a Olivier Janet, qui lui était plutôt du côté éthologie, qui étudie les loups, notamment dans le Vercors et dans d'autres secteurs, et qui a des tas de caméras et qui lui se sert de ça pour comprendre le fonctionnement des animaux. Et puis il y a Corentin Esmieux qui lui est un photographe animalier qui habite dans le même département que moi, près de Briançon, et qui a réussi, qui est tombé vraiment sur une meute de loups et qui a réussi à faire des trucs absolument incroyables en photo et en film. Il a d'ailleurs fait un livre très très beau. Et donc à tous les trois, on a réussi on a réuni tout ce qu'on avait comme image de loup, aussi bien en caméra automatique qu'en caméra réelle, pour raconter cette histoire. Et cette attaque, justement, sur un chamois, c'est Corentin qui l'a filmé. Pour la petite histoire, eh bien, cette meute de loups qui était quand même assez exceptionnelle, qu'il avait vraiment commencé à connaître depuis plusieurs années, il avait réussi à faire des images assez fabuleuses. Elle a été complètement décimée cet été à cause d'attaques sur des troupeaux non protégés ou mal protégés, avec une volonté déterminée de dégommer des loups de par les lieutenants de louveterie, etc., ou la brigade loup. Et du coup, tous les loups de cette meute que suivait Corentin ont été décimés cette année. Donc voilà, il était alors en plus c'est quelqu'un qui est jeune, il a 25 ans, il est évidemment passionné comme moi, mais il a peut-être pas la bouteille et il a été vraiment bouleversé, moi aussi évidemment, mais lui beaucoup plus parce que c'était son secteur, bouleversé par le fait que ces loups les uns après les autres étaient décimés au lieu d'essayer de trouver des moyens justement et de protection euh, pour évidemment leur faire comprendre que là où il y a des brebis, les loups sont malvenus. Mais du coup, la meute va se reconstituer, et puis il va à nouveau y avoir des attaques, et on tuera encore des loups, parce qu'on est dans un monde où le but, c'est de faire des quotas, et d'arriver à ces fameux 100 loups à tuer chaque année, ce qui est un peu terrible. Enfin voilà, je m'étends un peu, mais c'est vrai, voilà. Donc, voilà comment on a travaillé. Donc en tout cas, on a travaillé avec Corentin, avec Olivier Janet, et donc avec toutes ces images qu'on avait, aussi bien sur les caméras automatiques qui sont quand même de plus en plus performantes. Là, c'est quand même. Moi, j'ai commencé avec La Vallée des Loups, justement. On a commencé ensemble avec Jama, avec vous, hein. Mmh. On avait ce qu'on pouvait comme caméra automatique au début. Aujourd'hui, les performances ont vraiment évolué. Moi, je me sers beaucoup de ça. Je me suis servi des images d'Olivier, des miennes, et du coup, avec toutes ces images, on a pu raconter l'histoire de ce jeune loup en dispersion et la remettre en scène, parce qu'évidemment, je n'ai pas pu suivre le loup comme ça pendant 2 ans en courant derrière lui avec mes petites jambes. Donc, moi, je me suis servi de faits réels, de passages, notamment la traversée de Grenoble où un loup avait été percuté par une voiture.
donc c'est un fait. Ça veut dire que si ce loup a tenté de traverser vraiment, pas la ville, mais la zone commerciale, vraiment une zone incroyable, quoi, avec la 2 fois 2 voies, les grandes surfaces et tout. Si un loup a tenté de passer là et qui s'est fait percuter par une voiture, ça veut dire que d'autres ont dû réussir. Et je me suis servi de tous ces éléments pour raconter mon histoire et partir de la vallée des loups en suivant et en réussissant à capter pour le coup un loup qui passe un col pour s'en aller, pour quitter son territoire et aller jusque dans le Jura. Voilà l'histoire et voilà un petit peu le dispositif, quoi. Et voilà pourquoi il y a beaucoup de loups dans ce film. Mais c'est toujours, comme tu le disais, des loups sauvages filmés dans leur milieu naturel. On est vraiment là-dedans. On n'est pas du tout dans autant on est dans de la mise en scène, le cinéma pour me filmer moi et dans ma quête et dans ma progression, mais pas du tout pour ce qui est des animaux. Moi, je tiens évidemment essentiellement à travailler avec des animaux sauvages et je me bats pour ça. C'est pour ça que ça met du temps à faire des films. Oui, bien sûr. Très bien. Et donc, qu'est-ce que tu utilises comme caméra automatique? Je crois que c'est des Browning, il me semble, tu m'avais dit. Ouais, alors je suis vraiment sur les Browning, donc je suis vraiment trop content parce que ils ont vraiment un truc qui est la qualité en HD est quand même incroyable. Nous, on a réussi parce qu'on tourne avec les autres caméras évidemment, avec les grosses caméras, on tourne en 4K, donc le film est un film 4K et on arrive à intégrer ces images HD des Browning dans le film 4K sans que ça choque. C'est vraiment incroyable, quoi. Ouais. Donc, on a une qualité qui est extraordinaire. On a ce que j'aime aussi sur ces caméras-là, c'est la rapidité de détection. C'est-à-dire que il y a il déclenche à une vitesse assez incroyable, ce qui est toujours pratique parce que les loups des fois ça passe en courant, enfin, puis même pour d'autres animaux. Le seul truc, et je le dis là parce qu'il y a peut-être quelques personnes, j'espère, qui vont nous entendre, c'est qu'il faut toujours bien faire attention quand on met en place le Browning. Il faut que la détection soit là, justement. Là, il faut que je vois au milieu, voilà, de mon doigt, là, au milieu de l'image. C'est-à-dire que les cellules de détection, elles sont là. Je crois qu'il y en a 3. Et donc, ce qu'on veut filmer, il faut que ce soit à mi-hauteur de l'image. Si on met trop bas vers là ou si on met trop haut, eh bien, ça déclenchera pas. Donc, c'est le petit clin d'œil pour dire qu'il faut faire très gaffe à ça avec les Browning. Mais quand on les pose bien, on a des résultats de folie. Lequel tu utilises précisément, le BTC 8A, le Edge, là, le nouveau ou Moi, je suis toujours sur les extrêmes, mais il va falloir qu'on voit ensemble pour le Edge, je pense. Mais moi, j'ai toujours que des extrêmes. J'en ai pas beaucoup, hein. J'en ai 13. Je m'en suis fait piquer 2. Notamment il n'y a pas très longtemps, mais je me les fais pas piquer en général parce que Olivier Janet justement là m'a fait un système, il me les customise, il me met il se sert de la boîte en plastique, en fait, de la coque plastique quand on les reçoit dans la boîte, et dessus il colle du lichen, il redécoupe toutes les ouvertures, etc. On remet ça avec du lichen collé, projeté avec des petits filins, on raccroche du lichen et tout, et du coup ces caméras deviennent totalement indétectables, et c'est pour ça que je les mets juste avec un petit fil de fer, et je me les fais pas piquer, puis quelques-unes parce que je n'avais pas mis justement ce truc-là, je me suis fait piquer, mais en 3 ans, là, je m'en suis fait piquer 2, donc ça ouais, va. ouais, c'est pas beaucoup sur 13, c'est pas mal. Ouais. Mais effectivement, j'ai remarqué ce petit truc que je n'avais pas pensé utiliser, c'est le fil de fer. Parce que pour attacher le piège photo, en général, on utilise la sangle, et la sangle se voit derrière l'arbre. Ben oui, C'est ouais. alors que le fil de fer ne se voit pas. Et ça, c'est très malin. Je n'avais pas pensé avant à cette idée qui est toute simple et voilà. Ah ouais, Euh, du fil de fer qui est vert en plus, là, du fil de fer de jardin, pas très épais, plastifié là, et ça marche super bien. Et en les customisant, comme je dis, c'est-à-dire en les masquant et en mettant ces lichens, euh, on arrive à être assez tranquille. Et puis, ce qui est bien aussi avec, je pense que c'est peut-être pour tous les pièges, toutes les caméras automatiques, mais moi, je les mets assez loin toujours parce que j'ai envie d'avoir aussi un peu d'angle et un peu d'air, on va dire. Donc, je les mets assez loin, les gens les voient moins que s'ils sont vraiment à 1,50 m ou 2 mètres du sentier, quoi, ou de la piste, ou du passage. ouais. D'accord. Qu'est-ce que je voulais savoir encore? Au niveau de la prise de son, c'est toujours, comment il s'appelle? C'est Boris Jolivet. Voilà, euh,
Boris Jolivet qui t'a fait la prise de son aussi? Ouais. Alors là, on est vraiment la famille. Hein. Donc pour faire ces films, on est notre petite équipe. Il y a Marie Amiguet, évidemment, qui me filme de temps en temps. Et moi, je passe sur un mois, je vais passer 3 semaines tout seul. Puis elle vient une semaine, on va dire, ou 15 jours, ça dépend de ce qu'il y a besoin de faire. Et puis après, elle filme aussi à droite à gauche, bien sûr, dans la nature, mais elle vient surtout me filmer et me remettre en scène. Donc, je passe beaucoup de temps tout seul, puis après, on remet en scène ensemble. Et puis, on a Boris, qui lui vient pour une quinzaine de jours tous les 2 mois, qui va prendre du son tout seul aussi, vraiment de l'ambiance, toutes ces ambiances dans lesquelles je me déplace et je navigue, qui me prend aussi du son sur moi, hein, quand je marche, quand je dors, quand je respire, quand je suis dans la neige, en ski, etc. Et après, c'est lui qui fait vraiment tout le travail de post-synchronisation, de montage, de mixage, de pré-mix en tout cas du film. Et donc, avec Boris et Marie, on forme cette équipe de noyau dur, on va dire, parce qu'après, je me fais aussi aider par d'autres copains. Hein. On fait ça un peu à la bonne franquette pour porter du matériel. Quand Marie n'est pas disponible, ben, j'ai un autre copain qui me filme s'il y a un truc important à faire. Et puis on a Bertrand Baudin, qui était d'ailleurs au jury photo de Montier cette année, et qui lui prend les photos pour faire un livre. On fait toujours un livre qui accompagne le film, mais alors lui là, il est plus en recul, il est plus dans son langage à lui, dans sa vision à lui. On n'est pas totalement en parallèle, c'est-à-dire que par exemple Bertrand n'a jamais vu de loup sur le terrain avec moi. Les images de loup proviennent du film, sont extraits des films, mais il arrive à donner de l'âme justement dans tout ce qu'il fait comme photo au livre qui raconte l'histoire. Donc voilà. La partie artistique, on est vraiment tous les quatre quoi pour faire le film et le livre. D'accord. Au niveau matériel, tu as une caméra classique, une grosse caméra, une petite caméra. J'ai plusieurs choses. J'ai une caméra, j'ai une Sony FS700 avec un enregistreur 4K, l'Odyssée, qui est un enregistreur externe en fait qu'on branche sur la caméra avec des grosses cartes qui font 500 gigas ou 1 Tera et qui permettent de tourner en 4K RAW, donc grosse de l'image de très grosse qualité. Alors c'est une caméra qui est un peu plus lourde, il y a l'écran, il y a le truc, il faut de la batterie. Donc ça c'est la caméra de base. Et puis je tourne aussi pas mal avec le GH5 de Panasonic, GH5 qui pareil, qui coûte pas très cher et qui donne des résultats absolument incroyables. Et puis avec le Sony A7S pour tourner plutôt de nuit ou le soir tard, parce que l'A7S permet de tourner en 4K et avec des conditions de lumière très basses, ils vont très fort en ISO, et c'est la première caméra avec laquelle je peux me permettre de filmer de nuit les étoiles pour de vrai. C'est-à-dire que moi, ce que j'aime pas trop, c'est justement les poses, les time-lapse où on voit des cieux, où les étoiles passent à toute vitesse, parce qu'on peut pas faire autrement, on pouvait pas faire autrement jusqu'ici. Et là, aujourd'hui, grâce à ces boîtiers Sony, on peut tourner avec des conditions très basses de lumière et filmer la vraie nuit, c'est-à-dire les étoiles qui scintillent pour de vrai, et cette lumière incroyable, soit de la nuit, soit même du crépuscule ou de l'aube, qu'il y a très peu de lumière et qu'on n'a pas encore de couleur, et qui sont des moments où en fait moi je suis je suis toujours sur le terrain au bivouac, et c'est là que je suis le plus attentif, et c'est là que je vois les loups, et c'est là que j'ai envie d'exprimer ce que je vois. Et c'était très dur jusqu'alors, parce qu'on n'avait pas assez de sensibilité. Aujourd'hui, grâce au Sony, on a ça, donc c'est top. D'accord. Et j'ai pas pensé à te demander où tu habites à peu près. C'est toujours dans les Pyrénées, non pas les Pyrénées, qu'est-ce que je raconte, les Alpes du Sud, vers Gap, par là. Ouais, Bergame. J'habite dans les Hautes-Alpes, Les Hautes-Alpes. dans la vallée du Champsaur. En fait, on est à la limite des Écrins. À l'est, c'est le massif des Écrins avec le parc national des Écrins, à l'est de la vallée. Et à l'ouest de la vallée, c'est le massif du Dévoluy, qui est beaucoup plus calcaire. Donc, on est vraiment à la limite géologique de deux territoires totalement différents. Et c'est ce qui est fabuleux, parce que si je vais dans le Dévoluy, ça ressemble au Vercors, à des choses comme ça, donc calcaire avec des falaises, etc.
etc. Et puis si je passe de l'autre côté, côté écrin, notamment la vallée du Val-de-Marne, la vallée de Moline, en Champsaur, et bien là, on a des roches cristallines avec un tout autre paysage. Et c'est ce qui est fabuleux chez nous, c'est qu'on est vraiment à la croisée de plusieurs types de paysages. Et même si on descend sur Gap, alors là, ça sent déjà un petit peu la Provence. Et c'est à 20 minutes de chez moi. Et puis à 1 heure, ben, on peut repartir du côté de Barcelonnette pour aller vers l'Ubaye. À 1 heure de route, on a aussi le Queyras. Bref, on est vraiment sur un coin qui est, bon, j'y suis né, j'y ai toujours vécu, donc je suis un peu chauvin, mais je dois avouer que c'est un très bel endroit, et même les copains suisses, notamment Julien Perrault, par exemple, de la Salamandre, qui est l'éditeur du livre, hein, avec qui on travaille toujours en collaboration, ce magazine La Salamandre, qui est génial, et auquel il faut s'abonner, parce qu'un des rares magazines sans pub, vendu uniquement sur abonnement, et qui est super. Eh bien, Julien, quand il vient me voir ici, alors qu'il arrive de Suisse et que c'est un montagnard suisse aguerri, et la Suisse a quand même pas grand-chose à nous envier avec tous ses 4000 mètres, etc., là, il est toujours surpris de voir cette variété de nos paysages, et aussi le peu de monde qu'il y a chez nous. C'est-à-dire qu'on est dans des vallées encore très préservées. Nous, dans les Hautes-Alpes, on est 120 000 habitants, donc voilà, il n'y a pas grand monde, 120 000 habitants, il y en a 35 000 à Gap, 40 000, il y en a 15 000 à Briançon, vous voyez, il reste pas grand monde. Donc on est encore dans des endroits super, quoi, où on est vraiment peinard. D'accord. Bon, bah écoute, très bien. Pour te joindre, si on veut te poser une question, tu as un site internet? Non, j'ai pas de site internet, mais on peut aller sur Messenger. J'ai une page Facebook qui s'appelle la quête du loup sauvage. Et puis, en général, il y a plein de gens qui me contactent par Messenger, et ça fonctionne très bien. Ok, super. Bon, bah écoute, je sais pas si tu as quelque chose à dire encore ou c'est bon pour toi? Ben, moi, ça me va. En tout cas, c'est chouette de pouvoir continuer malgré tout à garder le lien de cette façon-là avant de se voir physiquement. Et puis c'est vrai que j'essaie de faire partager tout ça, et de se dire, parce que je pense qu'il y a pas mal de photographes aussi qui vont nous regarder. Et moi, au travers de mes films, ce que j'essaie de raconter aussi, c'est de pas aller vers une surenchère d'images. Alors c'est vrai qu'on essaie de faire des images du mieux qu'on peut, parce que moi, c'est mon cœur de métier, c'est de faire de l'image. Là où je suis heureux, c'est quand je suis derrière ma caméra. Mais je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est de se raconter, et de raconter ce rapport justement à la nature. Et c'est pour ça que je fais des films qui racontent plus le chemin, le cheminement. C'est pour ça que je me mets en scène dans mes films, pour que les gens s'identifient à moi, plutôt que la performance pure de l'image. Et il faut faire attention à ça, et je pense que au niveau photographe, parce que je connais beaucoup de photographes, hein, je côtoie beaucoup de photographes, et je sais qu'il y en a beaucoup qui maintenant ont vraiment cette conscience de faire attention, de ne pas faire n'importe quoi pour avoir une image, quoi. Ce qui est important, c'est de garder l'humilité, c'est de pas être trop gourmand, et de pouvoir justement voir les animaux dans leur intimité, en essayant de les comprendre, et sans mettre trop de pression. Donc évidemment, ça part toujours d'une très bonne intention quand vous photographiez des animaux, mais des fois, on se rend compte que ce qui dérange les animaux, c'est pas forcément ce qu'on croit. D'ailleurs, l'autre jour, j'ai eu un truc fabuleux. Je sais pas si j'ai le temps de raconter encore une petite chose, mais j'ai eu un truc assez étonnant sur une caméra automatique. J'avais un chevreuil non, un chamois, pardon, qui était en train de brouter tranquille et tout, et tout d'un coup, il y a un mirage qui est passé, mais il est passé super bas, comme ça peut arriver parfois, donc ça a fait un bruit. Moi, quand j'ai un mirage qui passe à cette hauteur-là, je fais un bond comme ça, et le chamois, il a à peine levé la tête, quoi. Hop, il a fait ça, il a regardé vaguement, puis il s'est remis à brouter, il s'en fichait complet. Alors que si moi j'approche discrètement, qu'il me sent, qu'il sait pas où je suis, etc., il va être beaucoup plus inquiet. Donc ouais, c'est ça qui est marrant, c'est que parfois on se trompe on croit que parce qu'on est plein de bonnes intentions, ben, on dérange pas, mais en fait on peut déranger parce qu'on comprend pas exactement ce qui peut déranger réellement l'animal, quoi. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours être très humble et se questionner par rapport à ça. Ouais, il faut y aller doucement, il faut aller progressivement. Voilà. Euh, Puis, c'est certain
C'est la clé du succès. C'est ce que je dis souvent aux photographes débutants. Mettez votre tente à fût en place et allez-y 2, 3 jours plus tard. Les oiseaux qui ont l'habitude de voir la tente à fût ne vous feront plus attention à cette tente. Du coup, vous pourrez facilement faire vos photos sans problème. C'est une question d'habitude. Faut faire une approche douce. Voilà, ça, c'est un feeling, et puis il faut pas aller sur la surenchère si on sent, et moi je le voyais par rapport aux loups, c'est-à-dire que moi j'ai toujours des comportements très rituels, parce que les loups justement nous captent, hein, beaucoup plus que n'importe quel autre animal, parce que même quand on est caché derrière un filet de camouflage ou un affût, ben ils sentent votre odeur, donc le truc c'est de faire partie du décor, donc il faut énormément de temps, faut se mettre, moi je me mets toujours au même endroit, je ritualise beaucoup, je pisse un peu partout, c'est ce que je raconte dans le premier film, La Vallée des loups, pour qu'ils sachent que je suis là, que ne pas les surprendre. Et puis, que j'ai trouvé un endroit où je viens et que je commence à les voir passer à 80 ou à 100 mètres ou à 150 mètres, ben, j'essaie pas de me mettre plus près pour les avoir à 30 mètres. Parce que je sais que si je me mets plus près, ben, je vais tout gâcher. Donc il faut ne pas être trop gourmand, rester à 80 ou 100 mètres et se dire que c'est déjà un énorme cadeau, parce que à cette distance-là, ben, il tolère que je sois là, parce que c'est quelque chose de régulier, d'habituel. Le but, c'est évidemment pas de les apprivoiser, le but, c'est juste de pouvoir les voir vivre sans trop les déranger. Donc il y a tout ce travail aussi, moi, au travers de mes films, c'est des films militants, évidemment, pour essayer de mieux comprendre ces animaux et de les préserver. Mais il y a aussi la démarche qui n'est pas une démarche de performance. On n'est pas là pour faire de la performance. On est là pour vivre des choses fortes, des réflexions, des questionnements. Et, Voilà. et c'est le principal. Ouais, des belles émotions, Ouais. voilà, des ressentis forts qu'on n'a pas quand on est simplement randonneur, par exemple. C'est Voilà. clair que c'est des émotions très fortes quand on a un animal qui est proche de nous et qui nous supporte, Ah ouais, qui nous... ouais. Moi, c'est pour ça que j'adore le bivouac, j'adore l'affût, j'y passe des jours et des jours, et je me sens privilégié, je m'ennuie jamais, je trouve que même quand je vois pas les loups, parce que évidemment je les vois pas souvent, mais tout ce que je vois d'autre, et même les insectes, les questionnements, le temps qui passe, c'est formidable. Donc je me sens un peu comme dans un cocon et devant une immense télé formidable et infinie qui m'apporte plein de bonheur. C'est vrai, ouais, ouais, c'est vrai que il se passe. On le voit bien dans ton premier film, La Vallée des loups. À un moment donné, tu regardes des petites fourmis, tu regardes un petit écureuil, tu regardes, voilà, Ah ouais, parfois. C'est vrai que ça peut être très sympa de simplement d'observer quelque chose qui est naturel, qui est devant vous et qui, voilà. Non, c'est vrai que c'est important aussi c'est sûr. de Mm. sensible à cette faune inattendue. Bien, mais écoute, je te remercie beaucoup, Jean-Michel, et puis, eh bien, à très bientôt pour de nouvelles aventures ensemble. Eh bien, écoute, Marc, grand merci, et merci à tous, la bise à tous, la bise aussi à Jama. Et puis, je t'appellerai un de ces jours, parce que voilà, j'ai encore besoin d'un peu de matériel, de questions là sur des nouvelles caméras. Donc, on se dit à très vite, et merci à tout le monde, et merci de m'avoir appelé. En tout cas, c'était sympa, c'est un beau petit moment partagé. J'aime bien ça. Moi Ciao, ciao. aussi. Merci beaucoup. Au revoir. À la prochaine. Ciao, ciao. Ciao, ciao.